Maintenant, je vais vous expliquer comment ces hausses de frais scolaires vont affecter certains programmes différemment comparés à d'autres. Alors, à l'université, il y a des programmes qui sont considérés comme étant les meilleurs investissements monétaires puisqu'ils vont produire plus d'argent pour l'individu à la suite de son diplôme. Alors, ces programmes sont par exemple la médecine, la loi, les programmes pharmaceutiques, ingénierie et mathématiques. Ceci est comparé à d'autres programmes où on s'attend à faire moins d'argent, comme la psychologie, les arts et d'autres programmes dans cette famille. Lorsque les frais de scolarité vont augmenter, les étudiants vont prendre en considération leur salaire futur pour concevoir le risque associé à cette hausse des frais de scolarité. Je m'explique. Ceux qui vont faire plus d'argent dans le futur risquent de moins être dérangés par la hausse des frais de scolarité. Tandis que ceux qui planifient faire moins d'argent vont se faire plus affecter. L'estimation est que les gens dans les programmes, comme j'ai nommé auparavant, comme médecine, pharmacie, vont continuer d'aller dans ces programmes malgré la hausse des frais de scolarité, mais ceci n'est pas le cas pour des programmes qui génèrent moins de salaire une fois gradués. Deuxièmement, il va aussi avoir des différences de choix au niveau individuel à l'intérieur du même programme. Par exemple, en médecine, il y a plusieurs spécifications. Certaines de ces spécifications sont plus longues à faire ou coûtent plus d'argent ou les. Lorsque les frais de scolarité vont augmenter, certains étudiants vont être forcés à prendre la spécialisation qui coûte moins cher au lieu de prendre leur spécification en fonction de leur passion, leur intérêt ou leur talent naturel. Le prochain point que nous allons discuter est que les frais de scolarité qui vont augmenter vont affecter les étudiants qui ne sont pas encore au niveau universitaire plus que les étudiants qui sont déjà en train de compléter leur programme. Je m'explique. Ceux qui ont déjà commencé leur programme ont déjà fait un sacrifice pour ce programme. Donc, ils ont déjà investi temps et argent. Ceux qui ne sont pas encore inscrits ou en train de faire leur programme n'ont pas fait ce sacrifice. Donc, pour cette raison, les étudiants qui ont déjà commencé l'université vont avoir déjà plus tendance à compléter leur programme malgré la hausse des frais de scolarité. Il y a bien sûr d'autres raisons. Pour la plupart d'entre nous, notre capacité d'aller à l'université a été grandement aidée par nos parents, que ce soit par l'aide monétaire ou par simplement l'attente de nos parents que nous allons aller à l'université. On connaît toute l'histoire de quelqu'un qui va à l'université simplement parce que ses parents lui ont obligé. Bien, avec l'augmentation des frais de scolarité, certains parents qui sont plus pauvres que d'autres vont avoir à repenser leur stratégie financière parce que l'université va être maintenant plus chère, il va falloir que ces familles fassent plus de sacrifices pour envoyer leurs enfants à l'université. Si ces familles ne sont pas capables, eh bien, tout simplement, ils n'auront pas l'attente pour leurs enfants et ils ne contribueront pas financièrement pour leurs enfants. Et ça commence lorsque l'enfant est très jeune. Donc, l'enfant ne sait même pas qu'est-ce que c'est l'université et les parents ont déjà un comportement qui va empêcher l'enfant ou certains enfants à aller à l'université. Donc, l'argument est que l'augmentation des frais de scolarité ne vont pas affecter les étudiants qui sont déjà à l'université autant que les futurs étudiants à cause en partie du coût relié à l'université, mais aussi à cause de la perception et l'attente des parents envers leurs enfants. Alors maintenant, je vais expliquer comment que la hausse des frais de scolarité vont affecter les étudiants d'un milieu pauvre davantage et différemment que les étudiants qui proviennent de milieux riches. Alors, premièrement, le niveau de dette lors de la graduation. Alors, imaginez le scénario. L'étudiant provenant d'un milieu pauvre a moins d'aide financière de la part de ses parents, donc il doit demander de l'argent au niveau gouvernemental, prêts et bourses, mais aussi au niveau du secteur bancaire avec des prêts personnels. L'étudiant va donc graduer avec plus de dettes. Lorsque quelqu'un gradue avec un niveau élevé de dette, eh bien, cela va affecter les choix de carrière que cette personne va faire. Entre autres, cette personne est plus portée à aller chercher un emploi qui est moins risqué, plus sécuritaire, mais qui va aussi moins payer qu'une personne qui a moins de dettes. Deuxièmement, lorsque cette personne est en train de travailler dans cet emploi, eh bien, elle va être moins en mesure de prendre des risques avec son emploi pour des raisons de respect ou d'abus. Pour ces personnes,
qui ont plus de dettes, ils deviennent des employés plus passifs. Ils vont moins faire de demandes de leur boss et admettons qu'il y a un abus à quelque part dans l'entreprise, ils sont moins portés à faire du bruit parce qu'ils ne veulent pas risquer leur emploi dû au fait qu'ils ont des dettes étudiantes. Ensuite, il va y avoir moins de personnes nouvellement graduées qui vont être portées à partir leur propre mini-entreprise. Et dans notre économie hautement dynamique, cela peut avoir des répercussions négatives sur la société. Durant leur programme, les étudiants provenant d'un milieu pauvre qui s'endettent davantage vont être plus stressés par leurs finances et vont devoir faire des sacrifices qui ne seront pas requis de la part des étudiants qui sont un peu plus riches. Par exemple, en Ontario, l'armée a profité de la situation d'endettement des étudiants pour offrir un programme. Si quelqu'un en médecine en Ontario choisissait de rejoindre l'armée et d'être médecin dans l'armée durant 4 ans, eh bien, l'armée offrait de payer les frais de scolarité de cet étudiant-là. Alors, en 2003, nous vivions dans un monde où est-ce que les étudiants qui avaient moins d'argent devaient plus ou moins risquer leur vie pour être capables de faire leur université sans trop avoir de dettes. Maintenant, avec la hausse des frais de scolarité, plus d'étudiants vont demander des bourses. La plupart de ces bourses sont basées sur le taux d'aptitude de l'étudiant. Donc, les étudiants qui ont des meilleures notes vont avoir un avantage sur les étudiants qui ont de plus basses notes. Maintenant, quelqu'un qui provient d'un milieu pauvre et quelqu'un qui est peut-être allé à une école qui était de moins bonne qualité, était peut-être quelqu'un qui a vécu dans un quartier qui était euh, un peu plus dangereux que quelqu'un qui provient d'un milieu riche. Donc, lorsque les étudiants arrivent à l'université, l'élève riche a beaucoup plus d'avantages que l'élève pauvre en termes d'aptitude. Ce qui fait que l'étudiant riche, qui n'a pas besoin, en théorie, des bourses gouvernementales et privées, vont avoir une meilleure chance d'avoir ces bourses à cause de leurs attitudes que les étudiants pauvres qui en ont de besoin. Alors, le dernier point que je vais amener est comment la hausse des frais de scolarité peut être une chose positive pour certains étudiants qui n'habitent pas au Canada. Voilà pourquoi. Lorsque les gens choisissent une université internationale, ils ont tendance à regarder le prix comme étant une représentation de la qualité de l'institution. Donc, simplement dit, plus l'université coûte cher pour y aller, mieux l'université doit être en termes de qualité d'enseignement pour les étudiants. Donc, pour ces personnes, la hausse des frais de scolarité vont produire un sentiment de confiance que les institutions universitaires canadiennes vont être de meilleure qualité, simplement parce que le coût demandé aux étudiants est supérieur qu'avant. Maintenant, est-ce que cette population va contrebalancer la baisse de participation des étudiants canadiens? Je ne crois pas, mais c'est intéressant de constater comment certains étudiants internationaux regardent la hausse des frais de scolarité comme une chose positive qui les pousse à venir dans nos universités. Alors voilà, c'était mes 7 points que j'ai découverts à travers mes études comme réponse à la question qu'arrive-t-il lorsque les frais de scolarité augmentent? Maintenant, je vais produire une deuxième vidéo à propos d'un seul argument que je n'ai pas discuté ici, qui est d'après moi le plus important. Je vais discuter de l'aspect économique de la chose et d'après moi, c'est l'argument qui a le plus façonné la manière dont je vois le débat et ma position envers le débat elle-même. Les limitations de ma recherche incluent les étudiants en temps partiel. Il n'y a tout simplement pas de données sur cette population d'étudiants. Mais aussi, il n'y a pas beaucoup de données sur la perception du prix de l'éducation supérieure de la part des parents des futurs étudiants. Et comme je l'ai précisé auparavant, cela peut avoir un impact significatif sur le taux de participation de nos futurs étudiants. Donc, j'aimerais savoir davantage de numéros sur le sujet. Si vous voulez m'encourager, inscrivez-vous à mon canal YouTube ainsi que cliquez sur le petit bouton qui dit que vous aimez la vidéo avec un petit pouce vers le haut. Eh bien, merci beaucoup. J'espère que cela a été une expérience intéressante pour vous et j'espère que vous avez appris. À la prochaine et bonne fin de journée. Merci.